Célébration ce 25 août de la Journée nationale de la solidarité, une journée pour rappeler à la conscience collective l'obligation de s'assister les uns les autres. Solidarité, vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, le thème retenu cette année. À San Pedro, 400 hectares de riz, soit une production de plus de 3000 tonnes, viennent d'être détruits par la pluie. Des dégâts avec des préjudices lourds pour les producteurs sinistrés. Vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal également, nous évoquerons la crise israélo-palestinienne. Benjamin Netanyahou entend poursuivre les opérations à Gaza aussi longtemps que nécessaire. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. Demain, 25 août 2014, sera célébrée la Journée nationale de la solidarité. Une journée qui offre l'occasion de rappeler à la conscience collective l'obligation de s'assister les uns les autres. Le thème retenu pour cette édition est Solidarité et vivre ensemble, défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Je vous propose le message du gouvernement à l'endroit des populations, délivré ici par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de cohésion sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007 à l'issue du sommet de Ouagadougou sur la résolution de la crise ivoirienne, la Côte d'Ivoire célèbre ce lundi 25 août la Journée nationale de la solidarité. Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, réaffirme le but de la politique de solidarité du chef de l'État. À travers la solidarité, l'État affirme sa présence attentive auprès des populations et fait ressortir dans le quotidien des familles, des ménages, des individus, les effets de la prise en charge et du traitement de certaines de leurs préoccupations sociales. Réduire les inégalités entre les citoyens, c'est en cela qu'ont consisté les actions de soutien entreprises ça et là à la demande des citoyens par le gouvernement. C'est dans ce sens que les familles sinistrées au cours des dernières pluies diluviennes à Abidjan, Fresco, San Pedro, Grand Laou ont reçu l'assistance de l'État. Une compassion exercée aussi en faveur des populations victimes d'insécurité à Bleu-le-Quin et Grabo dans l'ouest du pays. Aussi, au nom du gouvernement, voudrais-je vous exhorter, chers compatriotes, à être chacune et chacun d'entre vous des vecteurs de solidarité et de cohésion sociale dans votre sphère de référence. La couverture des besoins sociaux d'une frange importante de la population reste encore énorme malgré les efforts du gouvernement et des populations elles-mêmes. C'est pourquoi la ministre invite les citoyens à agir davantage pour la solidarité. Propos recueillis par Gabriel Zani et Marie-Laure Manyessé. L'Association des jeunes pour le développement durable de la Côte d'Ivoire a dédié une journée à la mer africaine. L'objectif étant de magnifier et de faire la promotion de la femme africaine en lui conférant une place de choix dans la société africaine. Au cours de cette première édition qui a eu lieu à Adjamé, 3 femmes ont été distinguées. Nous Sangaré, Serge Gongoma. Elles sont au nombre de 3, les femmes qui ont été célébrées au cours de cette première édition de la femme africaine initiée par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, AJDCI. Elles sont à l'honneur pour la bravoure et l'esprit d'initiative dont elles ont fait preuve en vue de rendre la femme africaine plus autonome. Des médailles leur ont été remises au cours de cette cérémonie. Nous avons décidé de les honorer et de les magnifier véritablement pour tout ce qu'elles font pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Elles sont des dames battantes, elles sont des dames qui apportent une cohésion sociale. L'émotion est trop forte aujourd'hui pour moi. Ça me dépasse. Une seule mère, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, c'est que les enfants ont passé à me décorer là. Je leur dis merci. À cette journée de la mer africaine, les autres femmes n'ont pas été oubliées. De nombreux présents leur ont été offerts par l'Association de la jeunesse pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. L'AJDCI se veut un cadre d'échange d'idées de la jeunesse ivoirienne, sans distinction religieuse, ethnique et sociale. Cette association intervient dans différents domaines d'activité, entre autres l'agriculture, l'élevage et le commerce.
Docteur Idrissa Cissé, le directeur de la scolarité de l'Université Félix Houphouët-Boigny, était l'invité du dimanche magasine édition de 13h aujourd'hui. Il a rappelé la date butoir des inscriptions dans cette université au titre de l'année académique 2013-2014. Et c'est le vendredi 29 août prochain qui est la date butoir. Suivez un extrait de son intervention. Nous avons 15 guichets disponibles à la scolarité. Si nous prenons 250 étudiants par jour par guichet, cela fait exactement 3750 étudiants inscrits journellement. De lundi au vendredi, cela fait 5 jours, multiplié par 5, c'est au-delà de notre espérance, de notre attente, cela fait 18 750 quand nous attendons au maximum 17 000. Cocody en a l'habitude, Cocody est sereine, Cocody attend les étudiants, c'est la seule difficulté, ils ne se présentent pas. Une inscription a bien un commencement et les inscriptions ont bien une fin. Et donc, quelle est la fin de ces inscriptions-là? C'est le vendredi 29 août 2014. 300 militants RDR de Boaké et de Katiola viennent d'être distingués par la direction départementale du Rassemblement des Républicains. C'était lors d'une journée de reconnaissance et de mérite qu'elle a organisée. Charles Tatou, RTI Boaké. 300 militants ayant mené des actions de militantisme avérées dans les départements de Boaké et de Katiola ont été distingués. C'était à l'occasion de la journée de reconnaissance et du mérite initiée par les responsables départementaux du Rassemblement des Républicains RDR. Et je salue cette initiative qui a permis de mettre en exergue les actes de tous nos militants qui se sont battus pour le développement du parti. Cela permet de galvaniser nos militants. Pour avoir donné tout au parti qu'on aime, quand on te le reconnaît, vraiment c'est une grâce. Deux raisons sont à la base de cette distinction. D'abord, récompenser les militants pionniers de l'implantation du parti dans le Béké et le handball. Ensuite et surtout, les remobiliser pour les élections de 2015. Aux militants qui n'ont pas été primés, le conseiller spécial du secrétaire départemental chargé à la communication a recommandé la patience. Nous avons fait encore des frustrés parce que nous ne pouvons pas récompenser tout le monde. C'était symbolique et qu'ils sachent qu'on ne les oubliera jamais et qu'ils continuent de lutter pour que le RDR soit un parti fort. Ces responsables départementaux ont exhorté les militants à redoubler d'ardeur au travail pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Des témoignages de certains militants ont constitué l'un des temps forts de cette journée de reconnaissance et du mérite du RDR à Boaké. Le secrétaire général adjoint du RDR, chargé de l'organisation et de l'administration, lui, était face aux candidats pour l'élection des secrétaires départementaux. Ordre du jour, les informer de l'organisation pratique du scrutin du 6 septembre prochain. Pour rappel, sachez que 239 000 électeurs exprimeront leur droit de vote dans 438 localités et le verdict des urnes sera livré le 9 septembre prochain. C'est ce que nous disent Ben Touré et Abou Sanogo. Le 6 septembre prochain, 239 000 électeurs du Rassemblement des Républicains éliront leurs différents secrétaires départementaux. Mais avant, les candidats, eux, sont reçus par le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de l'administration. Gilbert Kafana connaît d'y voir en ces élections non pas une source de division, mais l'exercice de la démocratie. Si nous voulons que le parti, à toutes les échéances, sorte fort et qu'il ait des élus partout pour être le premier parti, mais il nous appartient chaque fois que nous avons une responsabilité sur le terrain de faire en sorte à ce que nous puissions rassembler. L'enjeu, c'est de choisir les responsables qui vont diriger le parti dans les différents départements pour l'objectif que nous attendons 2015, le renouvellement du mandat du président Alassane Ouattara. Dans un souci de transparence et de neutralité, la direction du parti va s'appuyer sur le fichier électoral de 2008. Plusieurs facteurs ont motivé ce choix. Nous avons demandé l'actualisation des comités de base. Malheureusement, nous avons rencontré deux difficultés. La première des difficultés, c'est que nous avons commencé à assister à l'exclusion de certaines personnes compte tenu de l'adversité qui est née des élections.
La deuxième difficulté, même si nous avions les données en temps pour faire la saisie et faire en sorte à ce que nous ayons un fichier prêt pour les élections, cela n'était pas possible. Nous avons donc nous résoudre à prendre le fichier de 2008, qui celui-là a été fait dans des conditions tout à fait neutres. Le seul objectif était d'implanter le parti et d'aller aux élections. Les électeurs pourront exprimer leur droit de vote dans l'un des 743 bureaux répartis sur 438 localités. Le verdict des urnes sera livré le 9 septembre prochain au siège du RDR à la rue L'Épic. Albert Mabry-Touakeus continue sa tournée dans le pays. Après Séguéla Soubré, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement se trouve en ce moment dans la région du Tonkoui. Objectif, inaugurer certains ouvrages réalisés grâce à la politique de développement initiée par le chef de l'État. Le peuple d'An, qui se dit reconnaissant, a organisé des cérémonies éclatées d'hommage au président de la République. Serge Koléa, notre envoyé spécial sur place, son témoignage. Après la crise traversée par la Côte d'Ivoire, la région du Tonkoui renaît. Construction d'écoles, reprofilage des routes, addiction en eau potable, électrification des villages sont quelques-unes des actions importantes posées par le chef de l'État qui redonne joie et sourire aux populations. La tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, est une occasion pour ces populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Les réalisations du président de la République, traduites par le conseil régional, contribuent à indiquer les populations à leur donner un mieux-être. À Gopoupleu, Blé-Pleu, Boguiné 2, Grand Houleux et autres localités, des manifestations ont marqué le soutien du Tonkoui aux actions du président de la République. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabry-Touakeus, appelle à un soutien massif au président de la République. Des villages vont bénéficier d'électrification à l'occasion de l'interconnexion avec le Libéria, la Guinée. Dans les 2 ans, tous les axes qui relient nos principaux villages et les chefs-lieux de pays ruraux justement vont bénéficier donc de routes praticables presque en toute saison. Il y a aussi le bitumage de la voie qui quitte Zonien pour aller à Toulépleu, qui est avancé dans ses préparatifs. Et puis il y a le financement qui est acquis pour le bitumage de l'As d'Anané, donc frontière de la Guinée. Et puis il y a la question de l'eau potable. Le gouvernement a donc pris un décret il y a quelques 3 semaines pour mettre à la disposition 3 milliards acquis auprès de la BID pour l'hydraulique villageoise améliorée dans le district des montagnes. Donc il y a bien de choses qui sont en cours. Je pense que les choses se passent assez bien et la région est confiante et mobilisée autour du président de la République. Le Tonkoui se met à la disposition du chef de l'État, salue le développement qui s'opère dans la région et entend surtout accorder un autre mandat au président de la République. Et vous le savez, le président de la République est attendu au mois de septembre prochain dans la région de Lifou. Avant cet événement, je vous propose une visite de Pricro, l'un des 3 départements de cette région. Que devient par exemple le complexe sucrier de Famienkro, abandonné depuis 1984? Le reportage est signé Victorien Angwa. 35 milliards de francs CFA d'investissement en 1977. Le complexe sucrier de Sérebou, 6 en réalité à Famienkro, a été abandonné en 1984. Une procédure de liquidation a eu lieu, mais tout ce qui restera dans les maisons sera pillé. Même l'usine n'a pas été épargnée. Quand on pose la question aux populations, elles disent que lorsque la compagnie sucrière était ici, elle vivait bien. Mais le constat est là. La saute de sucre s'est installée ici et Famienkro n'a jamais été électrifiée. En réalité, c'est la cité de Sérebou Komoué qui était électrifiée. Les dirigeants de la CHP avaient décidé de faire l'électrification du village. Mais les villageois ont refusé que les machines entrent dans le village pour faire le travail. Aujourd'hui, c'est l'État du Côte d'Ivoire, grâce au programme présidentiel d'urgence, qui est en train de faire l'électrification du village de Famienkro. Les terres ont été abandonnées par la saut de sucre il y a 30 ans. Les populations considèrent qu'elles sont sans propriétaire. La compagnie et véhicule de Pricro, CHP, société de droit belge,
a acquis les bâtiments. Elle a entamé leur réhabilitation. Sur la mise en valeur des terres par location, les populations demeurent réticentes. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés à un moment donné par rapport à la compréhension du projet, l'objectif, et toutes ces incompréhensions ont été levées par un effort de communication pour bien expliquer à la population, aux villages environnants, ce qu'on voulait faire. C'était pour développer le pays. Projet véhicole, donc projet vivrier important. Famienkrô, c'est 6 villages riverains non électrifiés. La sous-préfecture en compte 13. L'ex-complexe sucrier qui aurait pu embellir la sous-préfecture est en ruine. C'est donc une chance de voir la reprise par la compagnie Eveicol de Pricro. Elle emploie environ 800 personnes et a essayé d'ouvrir quelques tronçons. Direction Yamoussoukro, où s'est tenu un séminaire de formation sur le secteur de la sécurité. Cette rencontre, une initiative du CNS, le Conseil national de sécurité, a réuni le corps préfectoral des régions du Nzi et du Bélier. Elle visait à redonner à la réforme de la sécurité en cours en Côte d'Ivoire une dimension locale. C'est un reportage de RTI Boaké. La réforme du secteur de la sécurité est un processus très important pour la Côte d'Ivoire. Cette réforme est la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Après la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur sécuritaire RSS a été lancée. La présente rencontre de Yamoussoukro a en ligne de mire l'approche sécuritaire locale avec la création des conseils régionaux de sécurité. L'objectif de ce séminaire est d'aider les préfets à consolider le dispositif local de gouvernance de la sécurité, en mettant en place d'abord toute la synergie qui regroupe tous les acteurs locaux, allant des forces de sécurité à la société civile, pour une prise en charge effective de la sécurité dans la localité. Ces travaux sur 2 jours ont permis aux participants de s'approprier la RSS. Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent en 2020. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que ce soit toutes les composantes de notre pays qui bougent. Et la sécurité aujourd'hui est un concept qui englobe tous les secteurs de développement de la société. La sécurité hier se résumait au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Mais aujourd'hui, en plus de ces 2 conceptions, il faut promouvoir la bonne gouvernance et prévenir les crises, ce qui va amener à assurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le séminaire sur la réforme du secteur de la sécurité à Yamoussoukro a bénéficié de l'appui du PNUD et a vu la participation aux côtés du corps préfectoral, du COMNAT, ALPC et de l'ONUCI. Je vous l'annonçais en titre, San Pedro continue d'enregistrer des dégâts dus à la forte pluviométrie. Ce sont 400 hectares de riz, soit une production de plus de 3000 tonnes qui viennent d'être détruits par la pluie. Des initiatives sont en cours pour venir en aide aux riziculteurs sinistrés. Mamadou Kwasi. Des plantations de riz paddy sous les eaux à San Pedro. Au total, 450 hectares de riz inondés depuis le mois de juin 2014. Une situation due à la forte pluviométrie enregistrée dans la région de San Pedro cette année. Le préjudice est lourd. Plus de 3000 tonnes de riz paddy détruits pour un montant d'environ 500 millions de francs CFA. Chez les producteurs, c'est la désolation totale, puisque cela constitue le fruit d'une année de dur labeur. Sinon, tout est gâté. Actuellement, même on a des problèmes à manger à la maison. Face à la situation, une cellule de crise a été mise sur pied par la Fédération nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire, FENARICI. Mais déjà, l'on sollicite le soutien de bonne volonté pour assister ces 300 familles menacées de famine. Je lance donc un appel pressant à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire et des partenaires au développement pour venir au secours des 300 familles qui ont perdu toute leur récolte cette année. Si rien n'est fait pour eux, ils n'auront rien pour mettre leurs enfants à l'école, ils n'auront plus rien à manger. Dans les différents villages victimes de cette inondation, l'heure est désormais à la réflexion. Il faut rappeler qu'avant les producteurs de riz qui subissent ces inondations depuis 2 mois, les eaux dues aux fortes pluies diluviennes qui continuent de s'abattre sur la région de San Pedro ont détruit de nombreuses habitations dans des villages.
On reste à San Pedro cette fois pour parler santé avec cette initiative des autorités préfectorales. Elles ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation et de prévention contre la fièvre hémorragique Ebola. Depuis quelques jours, elles ont lancé une vaste opération de contrôle dans les marchés, maquis et restaurants de la ville afin de vérifier que l'interdiction de consommation du gibier est respectée. Abou Sanogo. Les autorités préfectorales de la ville de San Pedro se joignent à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Elles ont donc décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Exploitant une information faisant état de la présence de la viande d'antilope sur le marché, les secrétaires généraux 1 et 2 de la préfecture et le sous-préfet central de San Pedro, accompagnés des chefs des différents commandements, des unités de forces de défense et de sécurité et du directeur départemental de la santé, ont lancé une opération de contrôle inopinée dans les maquis et restaurants de la ville de San Pedro. Ce sont les restaurants du quartier Siweke qui reçoivent les contrôleurs. Là, cuisine, réfrigérateur et sauce sont minutieusement contrôlés. Aucune viande de brousse n'est découverte. Même exercice à la rue des maquis du quartier Lac et de la Cité. Ici, tout est passé au peigne fin. Le résultat est le même. Les restauratrices sont donc invitées à servir leurs clients. La présence de la viande d'antilope dans ces endroits était une fausse information. Selon le secrétaire général 1 des préfectures, cette action vise à faire respecter le message du gouvernement. Le corps préfectoral entend étendre l'opération de contrôle inopiné dans les différents foyers de la ville de San Pedro. Et parlant toujours de lutte contre la maladie à virus Ebola, retournons à Yamoussoukro où la mairie vient de mettre en place une brigade de lutte contre la fièvre hémorragique. Cette brigade a pour mission de sensibiliser les populations et aussi veiller au respect des mesures prises par le gouvernement. On retrouve Mamadou Kwasi. Ils sont 22 agents pour cette première brigade. La police municipale de Yamoussoukro se donne de nouvelles missions. Celle de participer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces agents de la police municipale vont veiller également au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pendant 4 semaines, ils ont bénéficié de formations militaires et de renforcements de capacités dans le domaine sanitaire. Cette brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola va également sensibiliser la population sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le préfet de région André Eponou félicite l'initiative de la mairie de Yamoussoukro. Il exhorte les agents de la brigade à traquer tous les contrevenants au respect des mesures d'hygiène. Pour le maire de la ville de Yamoussoukro, il faut sortir du rôle classique de la police municipale. Il faudrait donc, selon lui, permettre à ces agents de participer au respect des principes de la vie. Aux éléments de la brigade, Jean Kwaku Nyanangbe demande de traduire en actes les acquis de cette formation. Il faut rappeler que pendant 4 semaines, les 22 éléments ont bénéficié de l'assistance militaire de la garde républicaine de Yamoussoukro, et ce, sur la bonne conduite, les règles de transparence militaire et les techniques indicatives opérationnelles rapprochées. À Divo, les femmes du village de Daboré, elles, s'engagent dans la lutte contre la pauvreté. Pour cela, elles se sont organisées en association et militent pour leur autonomie financière à travers la recherche de financement de leurs projets. Elles viennent de recevoir du matériel et c'était en présence de Mamadou Kwasi. Daboré, village situé dans le département de Divo, ne veut pas rester en marge de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et les femmes veulent prendre une part active dans cet engagement. Mais pour elles, seule l'unité et la solidarité pourraient leur permettre d'atteindre cet objectif. D'où la mise sur pied de l'association Awalé, une association regroupant les femmes de différentes couches sociales et d'appartenances politiques et religieuses diverses, spécialisées dans la culture ouvrière et celle du riz. Les femmes, à travers leur porte-parole, souhaitent bénéficier du soutien des cadres pour accroître leur production, pour assurer leur prise en charge socio-économique. Un engagement salué par le parrain de la cérémonie, le docteur Famoussa Koulibaly, vice-président du conseil régional du Lodjibois et par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Il leur a demandé de renforcer davantage les liens de solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Le docteur Famoussa Koulibaly a invité aussi les hommes à soutenir les actions des femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire en général, mais celui de la région de Lodjibois en particulier. Pour appuyer l'initiative de l'association Awalé de Daboré, plusieurs dons ont été faits, dont une broyeuse. La communauté musulmane de Daboré a reçu du parrain de la cérémonie, le docteur Famoussa Koulibaly, 2 tonnes de ciment pour la finition de sa mosquée.
Double cérémonie à Marandala, village situé du côté de Mankono, dans la région du Béré. Ce village est désormais connecté au réseau électrique national. En plus, le nouveau chef de canton a été installé dans ses fonctions. Tout cela a donné lieu à une belle fête en présence de Dosso Moussa, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, qui a appelé les populations à l'union. Marandala, localité située à 63 km de Mankono, est en fête. Cette sous-préfecture vient d'être connectée au réseau électrique national et installe également son chef de canton, Tioté Kambo. Au cours de cette double cérémonie, Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a demandé aux populations de s'unir autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire forte et résolument tournée vers son développement. Aussi, selon le ministre d'État, c'est dans l'union que les fils et filles de cette localité pourront développer la région du Béré. Il a par la suite demandé à ses parents de scolariser leurs enfants et de s'inscrire dans la politique éducative que mène le gouvernement de Côte d'Ivoire. Si nous voulons poursuivre le programme d'électrification villageoise, les populations doivent comprendre que, en même temps qu'on vous donne de l'électricité, faites en sorte d'acquitter vos factures pour que tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'électricité qui puissent l'avoir au même rythme. Saluant les efforts faits par le chef de l'État et son gouvernement en faveur des populations ivoiriennes, les populations de Marandala ont émis plusieurs doléances, à savoir la construction d'écoles primaires et secondaires, la création d'unités de transformation de coton et de l'anacade, la réhabilitation des routes et la construction d'un château d'eau ainsi que d'un marché. Le ministre d'État Dosso Moussa a promis aux populations de mener des démarches auprès du gouvernement pour satisfaire ces différentes doléances. Marandala est une sous-préfecture qui regroupe 24 villages et compte plus de 300 000 habitants. Le conflit israélo-palestinien s'intensifie. Un immeuble de 12 étages a été bombardé par l'armée israélienne. Bilan, 18 blessés, dont 10 enfants. Au 48e jour du conflit, Netanyahou entend poursuivre les opérations à Gaza aussi longtemps que nécessaire. Un immeuble de 12 étages frappé en plein cœur de la ville de Gaza. L'État hébreu avait averti que les Gazaouis paieraient cher la mort d'un enfant israélien tué vendredi par un obus palestinien. De cet immeuble, il ne reste plus rien. Ses habitants avaient été appelés à évacuer 10 minutes avant l'attaque. La frappe a tout de même fait 18 blessés, dont 10 enfants. Nous sommes sous le choc. La dernière chose à laquelle nous nous attendions, c'est que les Israéliens visent un immeuble résidentiel où vivent 5 à 600 personnes. Ils disent qu'ils visent la résistance, mais ici, il n'y a pas de résistance, il n'y a que des civils. Toute la journée de samedi, la bande de Gaza a été soumise à un pilonnage intensif, des explosions successives pulvérisant des immeubles et jetant dans les rues des civils affolés. Au total, 60 frappes qui ont fait 10 morts, dont 3 enfants et 4 femmes. De leur côté, les Palestiniens ont tiré 71 roquettes et obus de mortier sur Israël, qui a également essuyé des tirs de roquettes de Syrie et du Liban. Alors que se déroulaient dimanche les obsèques du petit garçon israélien victime d'un tir d'obus palestinien, le Premier ministre Netanyahou annonçait son intention de poursuivre les opérations autant que nécessaire. De fait, les frappes avaient repris dans la matinée. J'appelle tous les habitants de Gaza à évacuer immédiatement tous les lieux à partir desquels le Hamas mène ses activités terroristes. Tous ces endroits sont une cible pour nous. Nous avons prouvé ces derniers jours qu'il n'existe et qu'il n'existera aucune immunité pour ceux qui tirent sur des citoyens israéliens. Et cela vaut pour tous les secteurs et toutes les frontières. La veille, l'Égypte, qui recevait le président de l'autorité palestinienne, avait appelé les deux parties au cessez-le-feu et à reprendre les discussions. Depuis le 8 juillet, début de l'opération israélienne Bordure protectrice contre le Hamas, plus de 2100 Palestiniens ont été tués, 64 soldats et 4 civils israéliens ont perdu la vie. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. On se retrouve demain à 23h sur RTI 1.